rebondir dessus, ça va être très bien. Et pour en parler, nous recevons quelqu'un qu'on a été pécho, comme on dit aujourd'hui, sur le salon. Xavier Lagrange, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable exécutif éducation alors d'une école qui s'appelle FREI. Alors, Effray. Les frais. Ah, alors ça effraie, mais ça fait peur. Alors c'est une école qui n'est pas récente, puisque vos origines, j'ai regardé sur votre plaquette, vous voyez, j'ai sous les yeux. Très bien. 1936, 85 ans d'innovation, et aujourd'hui vous faites partie de la composante, ça me rappelle quelque chose, de l'université Paris-Panthéon-Assas. Tout à fait. Alors donc vous formez à quel type de formation? Alors, historiquement, on a un programme ingénieur en informatique avec différentes majeures, mais on forme également depuis quelques temps maintenant du BTS jusqu'au master, et on va toucher des dimensions d'IT, digital, de cybersécurité, d'IA, de data, de l'IoT. On est vraiment sur tous les domaines du numérique finalement. Alors vous êtes présent à Paris, à Bordeaux? À Bordeaux également, oui, tout à fait. D'accord. Et donc vous travaillez aussi en partenariat avec beaucoup d'entreprises. Ça c'est important. Ça veut dire que vous avez des ponts réguliers au cours des formations justement pour faire de l'alternance? Alors tout à fait. On a à peu près la moitié de nos étudiants qui vont être sur une partie d'alternance. Donc la moitié des ingénieurs, la moitié de ce qu'on appelle nos programmes experts qui sont des bachelors et des masters essentiellement. Alors on le voit de plus en plus. Il y a beaucoup on vient d'avoir un témoignage où on entend dire nos jeunes, vos jeunes, sont pas forcément totalement adaptés aux conditions d'exigence qui bougent à une vitesse extraordinaire ces dernières années. Et surtout, alors ils sont plus habitués à faire de la compète en interne et arriver avec soi-disant une tête bien faite, mais pour autant, il faut les reformater quasiment systématiquement. Comment est-ce qu'on peut essayer, comment vous voyez-vous les choses pour arriver justement à répondre à ce besoin d'adéquation avec nos formations, vous le savez bien, qui certes forment, mais ne valent plus tripette au bout de quelques années, et où il va falloir régulièrement apprendre à réapprendre, apprendre à échouer, apprendre à reconnaître que c'est plus travailler de manière isolée qu'il faut penser, c'est pratiquement ce qu'on nous a reproché quand on était plus jeune, de copier, c'est-à-dire travailler en équipe. Oui, tout à fait. Alors, nous, dans nos programmes, à la base, on va intégrer 30% de ce qu'on appelle les soft skills. Donc, on va former nos jeunes, justement, à de la gestion de projet, à du management, à de la communication. L'idée, c'est de leur donner toutes les armes pour, derrière, développer de nouvelles compétences, mais surtout s'intégrer directement dans les entreprises. Après, j'entends qu'effectivement, il y a toujours une part finalement d'obsolescence des compétences. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle les conseils de perfectionnement. On fait venir nos grands partenaires, nos grandes entreprises partenaires, des représentants en tout cas, qui vont pouvoir nous transmettre leurs besoins par rapport à certains programmes de formation, et on va revoir le contenu de ces programmes de formation directement avec nos entreprises partenaires pour coller encore plus aux besoins de l'entreprise. Donc ça, c'est des éléments qu'on a mis en place assez récemment, ça fait 2-3 ans maintenant qu'on pratique ça, et on voit qu'effectivement ça fait bouger les lignes, on fait bouger les contenus de nos formations, et on essaye de les adapter de plus en plus à la réalité du marché. Notre invité précédent disait qu'il faut aussi que les écoles apprennent à leurs élèves l'échec et l'humilité. Et notamment le fait qu'un échec, c'est riche en apprentissage, et qu'il faut sortir des mécanismes de compétition qui existent forcément toujours un peu dans les écoles. Comment vous réagissez à cette invitation? Non. Alors moi je suis entièrement d'accord. Après, on est sur des profils plutôt très jeunes et ils ont tendance à pas admettre l'échec, et c'est dans leur ADN justement que d'essayer toujours d'être le meilleur et d'être dans la compétition. Nous, on leur apprend surtout à être curieux finalement, à s'ouvrir, à aller chercher de nouvelles compétences, à aller acquérir de nouvelles connaissances, que ce soit sur de l'open source ou aller se former directement auprès de centres de formation. Alors vos entreprises partenaires, vous l'évoquez dans votre plaquette, c'est Capgemini, Société Générale, Thales. Qu'est-ce qui vous demandent, eux, en priorité, justement, sur ce savoir-être
Parce qu'on l'a dit, hein, la formation, c'est des compétences, des appétences, du hasard. Mais bon, il y a quand même beaucoup de savoir-être. Oui, effectivement, c'est la part de savoir-être qui demande à être d'autant plus déployée. Finalement, on se rend compte qu'on a des formations qui sont très techniques, des formations d'expertise. Vous faites de très bons techniciens, mais qui ne savent pas vendre de projet derrière, qui ne savent pas le présenter en comité de direction ou face à leur manager. L'idée, c'est de leur donner toutes ces compétences-là pour qu'ils soient de bons communicants et qu'ils puissent encore mieux s'intégrer directement dans l'entreprise à la sortie de l'école. Alors la formation, aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, il y a ce qu'on appelle, vous formez aussi des enseignants-chercheurs, forcément, de la recherche académique. Alors exactement, chez vous, ça veut dire quoi ? La recherche académique ? Oui. Alors chez nous, pour le coup, notre laboratoire de recherche est intégré au laboratoire Paris Panthéon-Assas. Donc dans ce cadre-là, nous sommes le laboratoire numérique de Paris Panthéon-Assas. On déploie des doctorants qui vont travailler sur des sujets conjoints entre les domaines juridiques et les domaines... Oui, parce qu'il faut quand même rappeler, Assas aujourd'hui, c'est... Alors ça, il y a eu une dominante de gestion à un moment donné, c'est quand même une école qui a formé énormément d'économistes, mais énormément effectivement de juristes. Aujourd'hui, on voit qu'il faut essayer d'avoir des compétences multiples. Et là-dessus, comment vous arrivez justement à rendre sensible, on le voit bien, la sécurité by design, c'est plus une option. Derrière, il y a tout un ensemble de textes législatifs. On parle en permanence de Nice 2, pas de Bryce de Nice, hein, pour nos jeunes, hein, mais réellement de référentiels compliqués qui font appel à énormément de connaissances et, comme vous dites, de curiosité. Comment est-ce qu'on arrive justement à sensibiliser là-dessus ? Parce que c'est pas évident, hein, de passer d'un code à l'autre. Alors, pour le moment, on est plutôt sur une dimension de conception de programme et on n'est pas encore sur cet aspect de sensibilisation, mais on voit bien qu'au niveau des entreprises, il y a une demande de ce type de profil. Et donc, nécessairement, une fois qu'on aura sorti ce programme-là, on va pouvoir marketer ça et faire en sorte d'attirer les jeunes sur ce type de problématique. Et la formation aujourd'hui, parce que ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est aussi, on a l'impression qu'il faudrait presque leur apprendre, je ne sais pas, à jouer au rugby. Hein, pas au foot, au rugby, c'est-à-dire en équipe, utiliser la force de ses partenaires, la force des autres étudiants. Comment est-ce qu'on arrive justement à former à cette discipline qui est celle de s'appuyer sur la force des autres ? Alors, pour le coup, nous, à l'EFRAY, on a une vie associative qui est très dense, très riche. On a un peu plus de 60 associations, donc on encourage nos élèves à s'investir dans cette partie associative. C'est ce qui va leur permettre de construire cette appétence au travail d'équipe, ce goût de l'engagement dans une cause. Donc on a des associations assez diverses et variées sur toutes les thématiques pour essayer de les engager au maximum. Alors comment est-ce qu'on fait évoluer les diplômes ? Parce que quand on regarde les intitulés de formation, alors effectivement vous formez des ingénieurs, des managers experts, e-business, technologie, brevet de technicien supérieur communication. Ça veut dire quand même qu'il faut faire vivre et nourrir ce qui est aujourd'hui enseigné. Comment vous faites justement pour permettre d'avoir des formations à jour par rapport à l'ensemble de ces demandes et puis aussi de répondre à quelque chose, on en parlait tout à l'heure, les demandes de formation de gens qui sont encore experts en COBOL, dans des langages qui avaient été parfois un peu oubliés. Ça va devenir compliqué, hein, notre histoire. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, sur les langages oubliés, ça devient de plus en plus compliqué. Après, pour ce qui est des nouvelles compétences, des nouveaux titres, alors, c'est pour nous des rouages qui sont de plus en plus durs, puisque c'est France Compétences maintenant qui détient, je dirais, un peu les rênes de la création de nouveaux programmes, de nouveaux titres, donc de nouveaux diplômes derrière. Nous, on a déposé et on dépose régulièrement de nouveaux dossiers sur des métiers émergents, notamment là on a déposé un dossier sur la blockchain et un dossier sur le green IT qui sont encore finalement des métiers sur lesquels on n'a pas encore de titre réellement adossé. Donc voilà, on essaye de faire évoluer nos programmes dans ce sens-là et en même temps avec les conseils de perfectionnement qui nous permettent de réajuster les contenus
au regard des nouvelles technologies, des innovations. Et est-ce que vous trouvez encore des jeunes qui viennent vous voir en disant on voudrait une formation en développement pour faire du C, pour faire des choses qui sont aujourd'hui considérées comme mettre parfois un peu trop les mains dans le cambouis? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on a un bachelor qui repose sur un titre concepteur-développeur d'applications. Moi, c'est quelque chose que personnellement, je développe aussi en formation continue. On fait beaucoup de reskilling. Donc, on va aller prendre des personnes qui n'ont jamais fait l'informatique et les emmener sur un titre de concepteur-développeur d'applications à développer justement des sites web. Alors dans le domaine de la cybersécurité, parce que quand même on est là à Lille, dans ce cadre très prestigieux, vous formez à quel type justement de formation? Alors, on a plusieurs formations. Donc, on va avoir notre programme ingénieur avec une majeure cybersécurité, mais on a également des bachelors, des masters et on a toute une offre de formation continue avec des programmes courts et des programmes certifiés. Alors question quand même, parce qu'on va l'aborder, sur la diversité, c'est quoi la proportion de filles et de garçons aujourd'hui que vous embarquez? Parce qu'on l'a vu avec la réforme du bac, Ouais, tout à fait. l'abandon justement de la partie maths par les filles qui justement étaient pas obligées de se nourrir justement avec des résolutions d'équations et autres. Comment ça se passe et qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce que vous voyez? Alors, nous, on constate effectivement qu'il y a une vraie disparité et qu'on manque énormément de filles au niveau des écoles et notamment sur toutes ces formations qui sont très techniques. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On va déployer, nous, ce qu'on appelle un dispositif qui s'appelle Programmeur, finalement, où on va proposer pendant les vacances scolaires à des lycéennes de venir sur 3 jours de formation et d'initiation au métier de l'informatique, notamment de la cybersécurité, pour leur donner le goût à cet apprentissage. Donc on les fait venir et à la clé de ces 3 jours, il y a également des bourses qui vont être offerts pour les accompagner dans cet enseignement et les aider. Donc presque de la détection de futurs talents, c'est ça? Exactement, exactement. De toute façon, c'est une réalité et à la fois pour les écoles et à la fois pour les entreprises. Donc il y a un vrai challenge là-dessus et de plus en plus tôt, on va aller les chercher. Pour le moment, on est encore sur des lycéennes, mais demain, on ne se ferme pas la porte à faire des actions directement au niveau du collège pour commencer à leur donner l'appétence à l'informatique, aux mathématiques, à toute la partie de sciences. Dernière question, vous l'avez évoqué, l'impérieuse nécessité, le besoin de mettre ces jeunes directement en contact des entreprises. Donc j'imagine, les stages, c'est pas une option, l'alternance n'est pas une option, mais au global, ne faudrait-il pas justement dans pas mal de ces métiers les immerger directement pour essayer de leur montrer comment s'intégrer au mieux et justement d'ajuster avec vous les programmes, la formation et puis ce besoin d'être, on va dire, directement dans le moule. C'est certain que la part entreprise est quelque chose de très formateur qui va permettre à l'étudiant de pouvoir comprendre tout de suite la réalité de tout son apprentissage. Donc le plus il y aura de parts en entreprise et meilleurs seront les étudiants à la sortie. Après, tout ça est régulé par la CTI. On l'a vu, oui. Et donc, nécessairement, nous, on a un certain nombre d'heures à assurer en apprentissage et à la fois aussi en centre de formation. Donc, on respecte ce cadre. La formation académique, c'est pas une option, bien sûr. Non,